Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps avant 11h, je suis désolée et je m'en excuse auprès de vous, mais c'est vrai qu'on va reparler de cette décision du Conseil d'État et qui met en demeure l'Arcom donc de remédier au manque de pluralité de CNews et quelles conséquences pour les autres chaînes. On avait avec nous François Josse ce matin, on va en reparler avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon, et Fabrice Hakoun, bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions L'Archipel. Je vous donnerai le sommaire tout à l'heure. On va évidemment parler de la grève à la SNCF et puis de l'Arcom, je vous l'ai dit. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Luc Benamias, on va commencer avec autre chose que de la politique. Oui, des fois j'essaye de faire des fois aussi un coup de cœur. Là, c'est un coup de cœur pour les femmes du biathlon français. Alors oui, en plein championnat du monde, elles sont exceptionnelles. C'est souvent le cas en biathlon, mais enfin là, elles font un tabac. Voilà. Je vais en citer trois. Justine Brezas-Boucher, Julia Simon, Lou Jean Monod. Ça nous amène déjà 6 ou 7 médailles. C'est énorme. Et quand on les écoute et quand on les regarde, c'est exceptionnel parce que c'est quasiment toujours un énorme sourire, des explications de victoire ou de défaite quand il y en a, qui sont plus que... Enfin, tout ça fait avec une décontraction énorme. Alors, je pense pas que ce soit toujours la décontraction, c'est un entraînement formidable, c'est un sport incroyable, mais clairement... bravo. C'est d'une rigueur, oui, c'est très particulier. Vous êtes très tourné sur les sports, Jérôme. Jean-Luc, l'équipe de France de water-polo, qui pour la première fois est en demi-finale. Exact. Vous êtes des mondiaux, ils viennent de battre la Hongrie. Alors personne n'en parle. Très peu. On en parle un petit peu parce que c'est Marseille et qu'on a une petite chance de médaille. Et donc, j'ajoute à ce que tu dis, et je te trouve bien meilleur quand tu parles de sport que de politique. Oh, c'est bas ça. Alors c'est très bas. Ça, c'est vraiment bas. Tu sais qu'on peut avoir plusieurs capacités dans la vie. Et en fait, monsieur Dubu, qu'est-ce que vous racontez? C'est-à-dire, vous êtes contre la contradiction et le débat, c'est ça? Mais je vous ai Où pas... est le pluralisme? Moi, je suis pour le Conseil d'État. Vous êtes pour le Conseil d'État. Donc, alors, je vais demander à chacun d'entre vous où vous vous situez. Quand même sur ce qu'a dit Jean-Luc Benamias, y aurait-il un effet Paris 2024 ? Peut-être un éveil des chakras de la part de... Je vous en prie. Voilà. Non, je rigole. C'est pas comme ça que je parle d'habitude. Non, mais il y a peut-être un effet Paris 2024 qui fait aussi au handball. Alors là, ça fait 20 ans qu'on gagne presque tout. Handball. Mais non, il y a une handball. Oui. Mais il y a peut-être un effet Paris 2024 et moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de médailles à Paris l'été prochain. On se positionne comme étant... Enfin, l'espoir, c'est d'être 5e au tableau des médailles. C'est pas impossible. Je pense qu'on peut faire peut-être même 4e. Pas exclu. J'ai été piégé, c'est une émission sportive. J'ai été piégé, c'est une émission sportive. Nous sommes dans le pluralisme et la diversité des sujets, et le tour de table nous permet parfois de nous évader et d'aller sur des sujets un petit peu différents. Je vous propose qu'on marque une pause et on continue avec vous ces débats et ces commentaires de l'actualité. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Yvette, oui, vous avez le moral quand même. Vous avez le moral quand même. Oui, j'écoute Sud Radio. J'ai le moral parce que vous percez les choses et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour. Bonjour, ça vous dit de jouer à ni oui ni non? Pourquoi pas? Ok, alors quel délicieux fruit vert et plein de vitamine C est à petit prix chez Leclerc? Je sais, ça commence par qui? Oui. Oh, ah mince, j'ai perdu. Pas totalement, car du 13 au 17 février chez Leclerc, le lot de 5 kiwis verts Origine France est à 1,49€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 30 centimes la pièce du lot indivisible, variété Eward, catégorie 1, calibre 85-95 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Le Puy-en-Velay. 91. Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité, la grève à la SNCF. Êtes-vous favorable à interdire la grève pendant les vacances scolaires? C'est vrai que même le ministre des Transports a dit qu'il était surpris. Ça devient un peu une habitude. CNews, Arcom, levée de bouclier contre la décision du Conseil d'État. On va évidemment en reparler. Je devrais peut-être vous demander, je vais mettre ma petite casquette et mon bâton pour vous demander, alors vous êtes à droite, à gauche, vous vous situez comment? Parce que c'est en gros ce que j'ai compris de ce que nous a dit François Jost ce matin sur les hypothèses qui sont envisagées pour favoriser le pluralisme. Dérive sectaire à l'Assemblée, l'Assemblée vote la création d'un délit contre les gourous 2.0. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Je vous représente Jérôme Dubu, membre du pôle ID d'Horizon, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Fabrice Hakoun, bienvenue, c'est une première pour vous. Vous êtes entrepreneur du numérique et vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions L'Archipel. On continue rapidement notre tour de table et avec vous, Michel, je ne sais pas si ce sera rapide, mais vous vouliez rendre un nouvel hommage à Robert Badinter. Je rappelle que vous avez effectivement fondé Ensemble contre la peine de mort. Tout à fait, et de 2000 à 2007, j'ai beaucoup travaillé avec Robert Badinter. C'est ensemble que nous avons créé la Journée mondiale contre la peine de mort qui a lieu le 10 octobre de chaque année et mené quelques actions. Mais j'aimerais prendre un petit contre-pied parce que évidemment Robert Badinter est un grand homme et il entrera au Panthéon certainement si sa famille l'accepte et c'est une très bonne chose. Après, je voudrais quand même insister sur le fait que l'œuvre d'abolition, elle tient aussi à d'autres personnes. Alors à commencer par François Mitterrand, qui était lui qui a eu le courage de dire s'il était élu en son âme et conscience, il abolirait la peine de mort. Mais j'aimerais aussi citer quelques noms. À droite, il y avait des grands abolitionnistes. J'aimerais en citer 3. Philippe Seguin, Bernard Stasi, Philippe Basse, maire du 6e arrondissement de Paris à l'époque, qui en 1978 avait déposé une proposition de loi de suppression du budget de la guillotine. Parce que comme Valéry Giscard d'Estaing et Alain Peyrefitte, ministre de la Justice, ne voulaient pas abolir la peine de mort, ils avaient trouvé cette tactique, on va dire, plus législative, de tenter de supprimer le budget de la guillotine. Ça là avait malheureusement échoué. J'aimerais aussi citer François-Régis Hutin, qui était le fondateur, le grand patron de Ouest France, et quelques autres. Et puis, il y a une autre personne que j'aimerais citer, c'est Jacques Chirac. Parce qu'en 1981, on l'oublie souvent, on le dit très peu, lorsque la peine de mort a été abolie d'abord à l'Assemblée nationale par la majorité absolue de gauche, la loi a été présentée au Sénat. Et à la surprise générale, le Sénat, très à droite, a voté très largement l'abolition de la peine de mort dès le premier tour de scrutin. Et beaucoup grâce au RPR. Et des Jacques Chirac, des François Fillon ont voté l'abolition. Ce sont les députés, les sénateurs UDF qui plutôt ont voté pour le maintien de la peine de mort. Mais il y avait une bonne partie de la droite qui était en fait contre la peine de mort. Et j'aimerais citer Jacques Chirac parce que en 2007, à la fin de son mandat, de son deuxième mandat de président de la République, sur la proposition de 2-3 personnes dont moi-même, il a fait réviser la Constitution et inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Et Robert Badinter était assez sceptique quant à la décision que prendrait Jacques Chirac, et en 5 minutes, c'était réglé. Donc si l'abolition de la peine de mort est dans la Constitution, il y a un titre de notre Constitution qui prévoit l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, c'est-à-dire en temps de paix, mais aussi en temps de guerre, c'est à Jacques Chirac qu'on le doit. Donc voilà, tout cela n'enlève pas à la grandeur et à la force, évidemment, du combat qu'a épousé Robert Badinter, mais je voulais compléter. Oui, rendre hommage. Voilà. Puisqu'on a effectivement reparlé de la peine de mort et de toute l'histoire, de la genèse à l'occasion de cet hommage à Robert Badinter. Alors Fabrice Hakoun, vous, c'était un coup de gueule. Oui, tout à fait. C'est un coup de gueule contre la manière dont la crise des agriculteurs a été traitée par le gouvernement. Je reviens des Deux-Sèvres. J'ai passé quelques jours tout près de Longjoute, tout près de Lezay, donc vraiment dans un coin qui est la France profonde, celle qu'on aime. Ouais. Et j'ai été très surpris de voir à quel point la crise couve toujours sous l'écume. Enfin, c'est pas l'écume, mais sous l'humus en fait. Sûr. Ça continue à couver parce que rien n'a été traité en réalité. Satisfaction a été donnée aux grands céréaliers.
février, à la FNSEA, comme d'habitude, vous avez une espèce de monde parallèle composé du gouvernement, du pouvoir politique et puis des syndicats qui sont absolument pas représentatifs de ce qu'est la France aujourd'hui. Et la réalité aujourd'hui, c'est que ce que demandent les agriculteurs sont pas des mesurettes ou des petites mesures de ci de là, mais ils demandent un nouveau contrat social. Comme tout le reste des Français, c'est l'objet de mon livre Allumons les lumières, le nouveau contrat social. Mais ils ont pourtant ils ont levé les barrages dans leur ensemble et ils ont accepté ce que le gouvernement a proposé. Les panneaux restent, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre et c'est une partie des agriculteurs qui ont accepté ça, mais ça continue à couver. Je peux vous dire que ça continue à couver et ça n'est pas fini d'après moi puisqu'ils ont attaqué récemment même une banque. Et on a appris ce matin que les services de renseignement estiment qu'il pourrait y avoir des incidents au salon de l'agriculture. C'est ce que j'allais dire, Valérie. Alors, Jean-Luc Benamias. La crise agricole n'est pas terminée. En fait, je rajoute juste, ce qu'ils demandent pour 80% des agriculteurs, c'est d'avoir un revenu qui soit réellement un revenu, qui soit au-dessus de 1 000 € net par mois, quoi. Et cette demande-là, il n'y a pas eu de réponse par rapport à ça, parce que la seule réponse, tu viens de le dire, c'est une réponse de répondre aux grands dirigeants agricoles qui sont la FNSEA. Juste un mot quand même, les syndicats agricoles sont assez représentatifs, que ce soit la FNSEA, la coordination rurale de la Confédération paysanne, les votes en agriculture des paysans sont beaucoup plus importants en pourcentage que les votes au niveau salarié. Oui, Jérôme. C'est ce que j'allais dire un peu, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc, je m'inscris en faux sur la représentativité de la FNSEA. Qui ne représente pas que les grands salariés, ça c'est une légende, mais ça a beaucoup évolué. Alors certes, ils font des grands scores là où il y a les grands céréaliers, dans la Brie, dans la Beauce, en Seine-et-Marne, etc. Mais ils font aussi des grands scores dans des départements, puisque c'est départemental, les élections à la Chambre d'agriculture, et dans leurs dirigeants, il y a aussi des représentants des petites exploitations. Donc dire que c'est le combat des gros contre le combat des petits, ça fait. Et puis il y a les jeunes agriculteurs aussi. Il y a les jeunes, mais les jeunes agriculteurs, c'est la FNSEA. C'est la FNSEA. Voilà, ça. Et ils font quand même 60% des voix aux dernières élections de Chambre d'agriculture. Ils ont fait 60% des voix. Les deux autres ont fait 20 et 20. Alors c'est en progression sur les deux autres, la coordination rurale et la Confédération paysanne. Mais enfin, tout de même, la FNSEA est représentative. Alors la question c'est, est-ce que les problèmes ont été réglés ? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le sujet. C'est le sujet de base. Et vous ne pouvez pas dire que la co-gestion avec le gouvernement par la FNSEA n'est pas démocratique, c'est pas vrai. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant, Jérôme, parce que ça va entamer notre débat sur ce qui se passe avec l'ARCOM. Moi, je voulais faire un coup de cœur à la députée Estelle Youssouffa, qui se bat, mais vraiment avec énormément d'énergie pour Mayotte, pour que la situation change, qui raconte la réalité de Mayotte. Et elle était dans l'émission, là aussi, ça pourra faire l'objet, on pourra parler de cette émission qui s'appelle C'est ce soir, où globalement on invite quand même que des intellectuels de gauche, des gens qui sont de la France insoumise. Et donc elle était face à Laura Adler et face à François Piquemal de la France insoumise, qui lui expliquait la situation à Mayotte, sans y avoir mis les pieds. Et vous avez Laura Adler qui a expliqué la vie à Mayotte en disant j'ai jamais mis les pieds à Mayotte, mais j'ai lu un livre. Et écoutez ce qu'elle a répondu donc à François Piquemal, qui est sur la ligne de la France insoumise. Moi, j'avais entendu Manuel Bompard lundi matin dans une interview hallucinante où il expliquait que le problème c'était pas du tout l'immigration, mais c'était des problèmes déjà inhérents à Mayotte et que les jeunes migrants, il fallait les ramener en France. Mais écoutez ce qu'Estelle Youssouffa lui a répondu. À un moment, LFI, il va falloir que vous aligniez vos principes avec la réalité. Moi, je veux bien tout entendre, mais vous êtes d'une mauvaise foi inouïe quand il s'agit de Mayotte. Entendre votre collègue de La Réunion nous expliquer dans l'hémicycle hier, après vous gargariser de vos grands principes sur la générosité, l'humanité, l'accueil, à nous, Mahorais, qui avons la moitié de la population qui est étrangère, nous dire à nous comment accueillir, ce qui est déjà honteux, mais en plus, là, le collègue réunionnais, qu'est-ce qu'il dit ? Surtout pas chez nous. Donc en fait, vous avez une solidarité à géographie variable. Oui, enfin bref, c'est sur les donneurs de leçons qui n'ont pas foutu les pieds à Mayotte. Moi, je l'ai croisée ici, elle était là il y a 3 jours. Estelle Youssouffa, elle vous raconte qu'il y a des mecs qui arrivent du Burundi avec des machettes en hurlant Allahu Akbar et qui veulent les découper en morceaux. La situation, imaginez qu'en France, vous ayez la moitié vous ayez 33 millions de migrants. Écoutez, il suffit de regarder les deux choses. 1, la réaction des Comoriens
à la décision de Gérald Darmanin de ne mettre fin au droit du sol à Mayotte, ils ont quand même dit, enfin c'est des gens qui vivent pour partie de subventions du gouvernement français. Puisque chaque fois qu'on renvoie des gens de Mayotte vers les Comores, on paye. C'est du chantage qu'ils font. Et quand on paye pas assez, ils nous disent « Ah ben non, on ne les reprend plus ». Enfin, c'est hallucinant. Et les dirigeants des Comores ont dit que finalement, s'il y avait plus de droit du sol à Mayotte, Mayotte sortait de la République française. Enfin, vous entendez ça? Des gens qui vivent au crochet de la République française depuis des années. Alors, juste une précision, Steven me dit, Valérie, Mayotte est musulman. Mais c'est bien ce qu'a dit Estelle Youssoufa. Elle m'a dit, on est tous musulmans et on a des mecs qui se baladent en criant Allahu Akbar dans la rue. C'est exactement ce qu'elle a dit. On est tous musulmans et on a des mecs qui arrivent comme ça, qui sont souvent pas très sains d'esprit. Évidemment que je sais qu'ils sont sur musulmans. Mayotte, c'est de regarder les résultats électoraux à la dernière présidentielle. Absolument. Marine Le Pen a fait 60% des voix. Oui, Jean-Luc. Vous voulez. Il semblerait quand même que ces deux îles, enfin il y a plusieurs îles aux Comores, soient issues des mêmes ethnies. Je veux dire, moi je veux bien entendre que Mayotte c'est français, c'est vrai, maintenant c'est français, c'est même un département, ce qui est pour moi d'ailleurs une grave erreur, mais globalement c'est quand même les mêmes populations. Alors j'entends bien moi le fait d'être... C'est une petite île qui n'est pas extrêmement riche et qui tout d'un coup voit arriver des dizaines de milliers de personnes régulièrement. Voilà, et là il y a un énorme problème d'accueil évidemment, et de voir comment au niveau international et au niveau de la France, on aide réellement les Comores. Alors est-ce que les Comores et les îles comoriennes veulent être aidées? Je n'en sais rien, mais c'est une des solutions, parce que sinon ils s'effondrent. Oui, enfin, je veux dire, si on coupe l'aide aux Comores pour le retour des Comoriens dans leur île, on peut pas payer et rien avoir en échange. Mais je suis bien d'accord. C'est bien c'est que chaque fois, les dirigeants des Comores font du chantage à la République française en disant ah mais non, mais vous donnez pas assez, donc on ne reprend personne. Enfin, c'est hallucinant. On peut pas continuer comme ça. Enfin, il faut bien trouver des solutions pour régler le problème. Or, aujourd'hui, aucune solution n'a été trouvée. Je dis pas qu'elle est simple la solution, mais on ne peut pas avoir des centaines, des dizaines de milliers de personnes qui, c'est pas loin les Comores de Mayotte, globalement. Donc on peut pas avoir des dizaines de milliers de personnes qui arrivent régulièrement et qui, entre guillemets, envahissent l'île de Mayotte. Mais les Comores ont voulu prendre leur indépendance. C'est leur sujet, c'est leur problème. Mais le problème, je vois des auditeurs qui me disent oui, mais le problème c'est l'eau, etc. Bien sûr qu'il y a l'eau, l'alimentation, mais il n'y a pas que l'eau. Un des principaux problèmes, c'est la violence. C'est que vous avez vu des enfants qui sont escortés pour aller à l'école par des policiers. C'est la violence. L'eau est un problème aussi important. C'est la violence parce qu'on accepte un certain nombre de gens qui n'ont rien à faire sur cette île. Mais ça pose au-delà. J'essaie toujours de prendre un tout petit peu de hauteur, non pas que vous n'en ayez pas, mais j'essaie toujours de prendre un petit peu de hauteur. On est dans la même problématique que l'on connaît, mais exacerbée sur le territoire français. Je veux dire territoire de métropole. C'est la perte de souveraineté en fait de la France. La France a complètement perdu sa souveraineté depuis 2017. Déjà que le régalien était en difficulté. Depuis 2017, on a le sentiment que le régalien n'existe plus aux yeux de l'exécutif. Bien sûr. On va marquer une pause 11h16 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Vos papiers, s'il vous plaît. Pour qui votez-vous? On va faire un tour de table. Je peux vous demander nos papiers, nos articles. Non, vos papiers. Moi, je crois que c'était nos papiers d'identité. Non, maintenant, on va nous contrôler. On va savoir qui vous êtes, ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes allé dans une manifestation, est-ce que vous avez soutenu un mouvement politique. C'est en tout cas ce que nous a expliqué en substance François Jost tout à l'heure. Mais peut-être on va entamer le sujet de l'ARCOM avec vous. Jérôme Dubu, vous avez un coup de gueule? Oui, moi j'avais un coup de gueule contre Olivier Faure, qui était ici, chez Jean-Jacques Bourdin, hier matin, et on l'interrompt. Évidemment, il y a eu une question sur le sujet de CNews et de la décision du Conseil d'État, dont on reparlera tout à l'heure. Et Olivier Faure, d'ailleurs, si on avait la bande-son, mais... Je ne sais pas si on n'a pas le son d'Olivier Faure. Olivier Faure, qui est quand même premier secrétaire du Parti Socialiste, dit « Moi, je n'ai jamais été invité... sur chez CNews. Il ne m'invite pas, il y a une espèce d'ostracisme contre les gens de gauche, etc. Bon, moi j'ai vérifié, il a été depuis 2020 invité au moins 4 fois.
dont une dernière fois le 24 mai 2023. Bon, c'est très récent, ça fait même pas un an. Bon. Donc le type nous dit, CNews, c'est une chaîne d'extrême droite. Bon, ça c'est son appréciation, on peut en débattre. 2, il ne m'invite jamais. Réponse, il l'invite. Il l'invite systématiquement. Bon, donc si vous voulez, il y a une espèce d'ostracisme artificiel qui est créé par monsieur Olivier Faure, qui a menti. Il a menti sur cette affaire. Et moi, je veux le souligner ici. Il a été invité au moins 4 fois depuis 2020, au moins, et sûrement plus. La vérification sera faite. Moi, je vous dis que depuis 2023, il a encore été invité. Et donc, le type nous dit... il a dit depuis des années. Depuis des années, je n'ai pas été invité. Et la preuve, c'est qu'il a été invité systématiquement. Alors évidemment, ça contredit sa première affirmation, qui est de dire c'est une chaîne d'extrême droite. Parce que si c'est une chaîne d'extrême droite, effectivement, moi, j'y vais pas. C'est ce qu'il voulait dire. Mais il peut pas dire c'est une chaîne d'extrême droite, je ne suis pas invité, et quand on vérifie, le type est systématiquement invité. Donc, si vous voulez, on s'étonne après que les gens ne fassent pas confiance à la représentation politique en France, mais quand on entend de tels mensonges affirmé avec un tel aplomb et qu'on démontre derrière que tout est faux, qu'est-ce que vous voulez C'est pas un mensonge, excuse-moi, de dire que CNews est une chaîne d'extrême droite. Mais ça, on peut en débattre, je l'ai dit. Mais c'est pas forcément... Mais sur le fait de dire « je ne suis pas invité », quand on vérifie, le type est systématiquement invité et il vient... Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Encore une fois, c'est un mensonge énorme. Oui, je comprends pas. Pascal Praud régulièrement dit, a affirmé même hier face au patron de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, qu'il invitait régulièrement Jean-Luc Mélenchon, qui refuse de parler au micro de CNews, que les gens d'Europe Écologie Les Verts refusent d'y aller, etc., etc. Donc, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'il refuse d'y aller, puis après il accuse la chaîne d'être sectaire. Mais la réalité, c'est que le sectarisme aujourd'hui, il n'est pas à droite, il est à gauche. Moi, je l'ai vécu à titre personnel quand j'ai participé à la convention de la droite. On avait Raphaël Enthoven qui était là, qui a pu s'exprimer totalement librement pour taper à bras raccourcis sur la droite sans que ça pose aucun problème à l'Assemblée. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Moi, je suis sûr que si j'allais faire la même chose à la fête de l'UMA, je ressortirais pas vivant. Donc la réalité, c'est que la fête de l'UMA, c'est Édouard Philippe y est allé. Il a pu débattre. Mais on peut pas faire neutre qu'Édouard Philippe. Non, il y a des gens qui peuvent débattre. Non, mais Fabrice, c'est quand même nuance, parce que la fête de l'UMA, c'est le Parti communiste qui a un autre rapport aux choses. En revanche, les insoumis, non, là, évidemment, ils sont un sectarisme. Mais en tout cas, essayer de tenir certains propos. Moi, je suis d'accord avec Jean-Luc pour débattre. La première affirmation d'Olivier Faure sur le fait que ce soit une chaîne ou pas d'extrême droite, ça, on peut en débattre. Mais le type, il ment systématiquement sur ce sujet-là. Enfin, j'avoue que je comprends pas parce que il savait que ça allait être vérifié. Et il affirme qu'il n'est jamais invité. Ce qui serait intéressant, c'est de demander la définition de ce qu'est l'extrême droite. Parce que moi, j'affirme autre chose, en fait. C'est que l'extrême droite, en France, elle est ultra minoritaire. Je suis désolé, mais l'extrême droite n'existe quasiment pas. C'est une droite conservatrice et une droite nationale. Courant de pensée. Oui. Courant de pensée. Pour revenir sur le fond du débat, donc de cette décision du Conseil d'État qui a répondu à une requête de Reporters sans frontières, qui demande à l'Arcom de réexaminer tout ça quand même sur fond de renouvellement de fréquences de CNews et de C8, de réexaminer le pluralisme de cette chaîne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a suffisamment d'invités de tous bords politiques. Alors sont comptabilisés les politiques, les hommes politiques, comme nous le faisons, comme le font toutes les chaînes qui reçoivent des politiques, mais ce que demande le Conseil d'État, c'est que soient répertoriés tous les gens qui s'expriment. C'est-à-dire que quand on a des émissions de débat, on devrait savoir quelle est, par exemple, je devrais remplir une fiche pour dire Michel Taube est à droite ou Michel Taube est à gauche. Le problème, c'est que je ne saurais pas quoi vous répondre. Parce mais est-ce que c'est... Moi, j'ai dit tout à l'heure à François Josse, c'est fasciste. C'est une méthode fasciste. C'est totalitaire. Jean-Luc qui doit... Non, mais attendez, moi, je voudrais... Je viens vous dire où je suis, j'ai aucun problème, moi. Je suis de gauche et écolo. Voilà, oui, mais vous avez été... Vous avez appartenu à un engagement politique, Jean-Luc. Alors, Michel... Moi, j'ai l'honneur d'être chroniqueur indépendant sur CNews. J'ai été journaliste aussi. Deux, trois fois par semaine, parfois plus, même beaucoup plus. Donc, si vous voulez, moi, personnellement, en tant qu'éditorialiste indépendant, patron d'un journal qui s'appelle Opinion Internationale, je ne saurais comment me situer politiquement.
tel n'est pas mon objectif. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est pas le problème de l'Arcom, ça n'a pas à être le problème de l'Arcom, et encore moins du Conseil d'État. Parce que ce qui est aussi là mis, je trouve, en lumière, c'est qu'en fait, l'État et ses différentes extensions sur le Conseil d'État, l'Arcom, qui est certes une autorité indépendante, mais on sait comment les membres en sont nommés, l'État doit être neutre. L'État doit être neutre sur les questions de liberté. Oui, mais enfin, vous avez un gendarme. Non, mais il doit être le plus neutre possible. Non, mais enfin, il est là pour voir. Là, je veux prendre la défense de l'Arcom. Il est là pour vérifier que les conventions sont bien respectées. Il y a une convention de chaîne d'information. Est-ce qu'elle est bien respectée? Est-ce qu'elle répond à ses obligations? Il faut des règles aussi, sinon on fait n'importe quoi. Par exemple, les chaînes d'infos peuvent pas diffuser de films ou de compétitions de golf ou je ne sais quoi. C'est une chaîne d'information. Oui, mais c'est un équilibre à trouver. Je pense que on met là le doigt sur le fait que cette dite convention et ce système qui a été mis en place, à mon avis, n'est pas adapté à un monde comme celui d'aujourd'hui, et notamment dans lequel il y a des chaînes d'information continue qui se sont considérablement développées et qu'ensuite, notamment à cause des crises et des évolutions de la société, il y a certes l'information, mais il y a aussi l'éditorialisation. Pendant l'émission où nous sommes présents, Valérie, autour de vous, qu'est-ce qu'on est? On est dans une émission d'information, une émission de débat d'idées, une émission d'opinion. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est pas à l'Arcom de tout régenter. Et l'Arcom, la convention... Mais c'est impossible. Voilà. Moi, je pense moins il y a de réglementation, mieux c'est. Vous en pensez quoi? L'Arcom, pour moi, comme le CSA historiquement, a un rôle de régulation. Oui. De régulation que les diverses opinions qui existent dans la société française soient possiblement exprimées, avec une régulation le plus possible. Moi, je trouve que l'Arcom fait son travail. Monsieur Bolloré, quand il rachète le JDD et qu'il change le JDD, le débat avec les journalistes, c'était quel débat? Pourquoi il y a eu démission de 80% des journalistes, si ce n'est 90%? Parce qu'à un moment donné, Monsieur Bolloré est d'extrême droite, et il ne s'en défend pas, hein, et clairement, on peut exprimer le fait qu'il y a des médias d'extrême droite. Mais je redis, CNews est un média d'extrême droite. C'est ainsi après. Vous savez, il y a la clause. Moi, je suis d'extrême droite parce que je vais sur CNews. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Mais dire que c'est... Non, moi, je pense que CNews n'est pas un média d'extrême droite. L'Humanité est un journal communiste. Libération est un journal de gauche. Ah non, mais c'est pas pareil. L'Humanité est une émanation juridique du Parti communiste français. CNews n'est pas l'émanation du Rassemblement national. Non, mais je réponds à Jean-Luc. Vous avez Libération qui est un journal de gauche. Vous avez des journaux qui ont des lignes éditoriales. Donc pourquoi est-ce que, et c'est la question que je posais à François Josse, c'est pourquoi on s'en prend à une chaîne de droite? C'est-à-dire que le pluralisme, on peut poser la question pour le service public aussi. Je faisais référence à l'émission C'est ce soir. Je faisais référence aussi aux émissions de radio, parfois sur le service public, où vous n'avez que des débatteurs de gauche. Quand il y a un débatteur de droite qui y va, vous écoutez de temps en temps un petit peu, et les gens de droite ne sont pas invités sur le service public, etc. Alors, moi je ne partage pas ce qu'a dit évidemment Jean-Luc sur l'orientation de CNews. Moi, je pense que la décision qui a été prise par le Conseil d'État d'imposer à l'Arcom de mieux vérifier ce que faisait CNews et de déclarer systématiquement l'orientation, pas le choix, hein, l'orientation politique des intervenants, même s'ils ne sont pas engagés politiquement, donc les animateurs, les consultants, etc., c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Techniquement, c'est pas possible. Juridiquement, on peut se poser la question de savoir jusqu'où le Conseil d'État est allé. Il y aura sûrement un recours sur la cour, devant la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet-là, parce qu'on va beaucoup trop loin. Et pratiquement, c'est impossible. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aboutir petit à petit au fait qu'il n'y aura plus que des invités politiques vous avez raison. Sur cette chaîne. N'aura plus que des hommes politiques. Les autres chaînes. On y revient dans un instant. Des gens qui seront déclarés et dont c'est le rôle. Avec vous. Non, c'est pas le patron de Jérôme Dubu, Véronique, du tout. Du tout. Et moi, je ne vais pas sur CNews et je défends un principe qui n'a rien à voir avec un engagement politique ou autre. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, alors on vous a pas entendu Fabrice Hakoun sur ce sujet-là. Ce que je lis, sur Facebook me fait froid dans le dos. Des corélégionnaires... Ah non, d'accord, j'ai cru autre chose. Je voyais une liste de noms. Effectivement, on vous dit c'est pas une chaîne d'extrême droite parce qu'il n'y a pas de racisme et que vous avez des gens. Vous ne pouvez pas taxer d'extrême droite une chaîne qui a un certain nombre de personnalités qui viennent et qui ne sont absolument pas d'extrême droite. Mais vous pourrez répondre. Fabrice Hakoun, sur cette décision du Conseil d'État. Elle est extrêmement choquante. J'ai un de mes chapitres qui s'appelle Staline en a rêvé, la France l'a fait. Oui. On est exactement là-dedans. Et ça reprend aussi la phrase de Gorbatchev qui disait que la France est le seul régime soviétique qui a réussi. Donc on est en plein dedans. Le contrôle sur le plan soviétique, oui, le contrôle de l'information. D'abord, ça existe depuis De Gaulle. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est encore plus choquant à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure où on a une diffusion massive de l'information. Et puis encore une fois, on l'a démontré avec Olivier Faure. Les gens de gauche sont invités. Après, s'ils ne se présentent pas, on peut pas reprocher de n'avoir que des gens de droite. Mais moi, je crois que l'équilibre, ils sont obligés de le respecter, l'équilibre politique. Mais bien sûr. Politique, dans l'intérêt des débats, d'ailleurs. Dans l'intérêt des débats. Mais l'équilibre des consultants, l'équilibre des chroniqueurs, l'équilibre des journalistes, enfin, je suis désolé, c'est impossible. Ou alors, on va fliquer tout le monde. Enfin, c'est quoi cette société ? Ouais. Jean-Luc, c'est Orwell. Comment vous pouvez-vous concevoir qu'on demande à des intervenants d'où ils parlent ? Quand on est dans un débat d'idées. J'ai rien demandé de tout ça, moi. J'exprime simplement mon avis par rapport à cela. Je dis que le groupe Bolloré est un groupe qui défend l'extrême droite et qui défend la progression du Rassemblement national et le Reconquête. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Alors après, il y a le droit d'expression publique. Alors il y a l'expression publique. Voilà. Mais moi, je signifie simplement ce que je pense du groupe Bolloré. Oui, mais pour vous, est-ce qu'il enfreint la loi ? Est-ce qu'il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi ? C'est le sujet. Ça peut arriver, oui. Alors à ce moment-là, il faut porter plainte. Où est-ce qu'il y a eu des condamnations ? Où sont les condamnations ? Moi, ce qui me paraît est-ce que l'extrême droite est interdite en France ? Est-ce que si vous considérez que le Rassemblement national est d'extrême droite, vous avez... je fais plus que le considérer parce que le Rassemblement national est d'extrême droite. C'est une telle évidence. Et vous avez combien 13 millions, 14 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Mais ça, je ne dis pas qu'ils sont tous d'extrême droite pour autant. Et puis moi, je voudrais aussi défendre une idée à laquelle je tiens beaucoup. L'information n'est jamais neutre. L'information n'est jamais neutre. Donc à partir du moment où il y a des chaînes d'information, elles ne peuvent pas ne pas faire de l'éditorial, faire des choix éditoriaux. Il y a des couleurs éditoriales, il y a des choix, c'est normal. Il y a faut vraiment être absurde pour penser que l'information est neutre et objective. Donc de toute façon, c'est un faux problème parce que le procès qu'on fait à CNews pourrait être fait à d'autres médias, au service public, parce que service public, c'est radio, à qui on veut. Donc je veux dire non, il n'y a pas de. Après les animateurs, il y a le droit. Les animateurs des émissions, il y a un vrai sujet de déontologie. Les animateurs, ils animent. Ils sont pas commentateurs. Enfin, pour moi, je vois une grande différence entre un commentateur qui est invité comme un consultant, comme un chroniqueur, etc. Mais un animateur n'a pas le droit de faire un coup de cœur ou un coup de gueule dans son émission. Je mets pas en cause. Mais non, mais c'est le cas de tous les animateurs. Il y a un certain nombre d'animateurs, qu'ils soient de gauche ou de droite à titre personnel, qui ont pris la fâcheuse habitude d'être des commentateurs. Oui. Bon, ça c'est alors si c'est le temps. Pour moi, je trouve que c'est un dérapage. Quand vous êtes animateur, vous animez, vous respectez les temps de parole, vous passez vous lancez les sujets, etc. Mais vous n'êtes pas dans la chronique. Mais est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que même ceux qui interviewent le président de la République sont neutres dans leurs interventions ? Ah bah non, c'est les derniers à être neutres, d'ailleurs. C'est des journalistes. Mais les animateurs, moi je vois une dérive. Bah non, c'est l'inverse. Du rôle d'animateur. Oui, mais le journaliste doit être neutre, l'animateur peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas là pour prendre parti. Enfin, à mon avis, non. Mais c'est pas là la question. Ce sont les gens qui sont en plateau. C'est-à-dire qu'on nous demande, on va nous demander. Oui, mais l'animateur aussi, il va devoir montrer quelle est sa tendance. Enfin, non, mais ce qui est formidable, c'est encore une fois François Josse, je resitue, il était notre invité dans l'heure précédente, est un éminent sémiologue qui a travaillé sur les chaînes, sur l'information. Il a regardé, nous a-t-il dit, pendant 15 jours CNews il y a 2 ans. Et c'est ce rapport qui a servi de base au Conseil d'État. Là aussi, on peut s'interroger sur la méthodologie et sur la manière de faire. Oui, c'est vrai, ça s'est aggravé depuis 2 ans. Peut-être. Non, mais peut-être. Mais lui-même, quand je lui dis, mais vous situez où ? Il me dit, je suis
suis un humaniste. Bah oui, mais je lui dis, moi, s'il faut que je remplisse ma case au CSA, à l'ARCOM, je réponds quoi? Je mets quoi à droite, gauche, comment on fait? Mais non, mais c'est impossible. Et puis au-delà de ça, je pense... Même techniquement, c'est impossible. Et puis je pense qu'à un moment donné, il faut décomplexer aussi ce sujet, parce que pendant des années, alors qu'il n'y avait pas de chaîne réellement affichée à droite, on a eu, par exemple, on a mis un couvercle de pudeur sur l'insécurité. Il y avait beaucoup d'actes d'insécurité qui n'étaient pas mis en évidence parce qu'il ne fallait pas faire monter l'extrême droite. Et ça Moi, je suis extrêmement choqué par ça, pour le coup. Mais Fabrice, ça n'est pas d'être d'extrême droite que de parler de sécurité. Non, mais justement. Donc dire, comme le dit Jean-Luc, moi je suis pas du tout d'accord avec Jean-Luc, CNews n'est pas une chaîne d'extrême droite, c'est une chaîne d'information qui a avec une ligne éditoriale. Qui a des engagements. Excusez-moi. Par exemple, lorsqu'il y a eu la crise agricole, CNews, ils ont inversé leur logo. D'accord? C'était quoi? C'était de l'information ou c'était de l'engagement? Non, c'était de l'engagement. Oui, mais c'était... Ils n'auraient pas dû le faire, je pense. Moi, je trouve que je pense qu'ils ont... Non, c'est une chaîne d'information, c'est pas une chaîne... Non, il n'y a pas d'information neutre et objective, ça n'existe quand même, pas. En tout cas, la présence dans le PAF, je ne sais pas si on dit encore ça, mais c'est à l'ancienne, mais de CNews contribue à rééquilibrer, et je trouve que c'est une bonne chose en soi pour la démocratie. Parce que vous pensez qu'il y a vraiment une presse de gauche au niveau audiovisuel? Ah bah bien sûr, le service public est de gauche, c'est carrément... Le service public est de gauche. Évidemment. Quand vous voyez les prises de position sur le conflit israélo-palestinien... Donc Renaissance, c'est... Regarde ce qui s'est passé, la manière dont Radio France et les chaînes de Radio France, les chaînes radiophoniques de Radio France ont couvert le conflit israélo-palestinien. Exactement, c'est incroyable d'avoir toléré ça. Mais on a posé aussi la question sur l'Ukraine. Vous prenez LCI qui visiblement a été très engagé d'un côté très pro-ukrainien. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qui régule la parole? Bref. On verra, ce sera à suivre. On verra s'il y a un recours, effectivement. Mais ça me paraît être une usine à gaz qui a été lancée. Et je trouve que les initiateurs de cela, pour avoir vu le patron de Reporters sans frontières, ne sont pas très à l'aise et n'arrivent pas vraiment à argumenter très... Ils ont ouvert la boîte de Pandore et on ne sait pas quelles sont les conséquences. L'idéologie, c'est pas du droit. Oui, c'est de l'idéologie, absolument. Les conséquences, c'est qu'on n'aura plus que des hommes politiques invités. Voilà. Oui, mais ou des médias, ce que disait Gilles Gansman dans l'émission Média, ou des médias parallèles, c'est-à-dire des médias qui ne sont pas contrôlés, qui sont sur le web et qui font ce qu'ils veulent. On parle quand même de la grève. Dans les limites de la République, Valérie. De quoi? Les médias, c'est quand même dans les limites des droits de la République. Des médias qui ne sont pas contrôlés, ils sont quand même contrôlés par les lois de la République. Oui, par les lois de la République. Sauf que vous avez des médias comme Omerta, ou d'autres, ou des chaînes YouTube qui aujourd'hui font ce qu'ils veulent, invitent qui ils veulent et disent dans la limite de la loi ce qu'ils veulent. Non. Oui, ok. Mais vous êtes d'accord pour que les gens viennent, donnent leur couleur politique moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, je trouve ça scandaleux, c'est-à-dire que... encore une fois, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils le disent? S'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Je dis que ça ne me dérange pas. Mais ça ne vous dérange pas quand quelqu'un est difficilement identifiable? Par exemple, moi, je ne connais pas Fabrice Hakoun, c'est la première fois. Donc, si j'écoute ce que m'a dit Monsieur Josse, il va falloir que Juliette, qui travaille avec moi, aille voir si Monsieur Hakoun est allé dans une manifestation de soutien aux policiers, ou s'il est allé dans une manifestation, s'il a eu un engagement. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils demandent. C'est une des trois hypothèses, c'est de voir les engagements politiques. Et ce que j'expliquais, c'est qu'on n'est pas monolithique. On peut être pour effectivement une cause et contre. Enfin bref, c'est un sujet que je trouve passionnant. Vous aussi, vous êtes nombreux à nous suivre et à réagir. Monsieur Hakoun a un excellent éditeur, l'Archipel, c'est très bien. Alors, merci. Grève SNCF. Ça suffit pas. Belfond sera content. La grève et moi, j'ai lu son livre et il est excellent. Donc à lire. Mais racontez-nous. Alors c'est Rallumons les Lumières. En fait, je prône un retour à la philosophie fondatrice de la démocratie française, à savoir la philosophie des Lumières. Et il faut lutter contre le relativisme ambiant, en fait. C'est vaste Mais à programme. travers mon parcours, depuis le HLM où j'ai grandi, jusqu'à la cour de l'Élysée, puisque j'ai eu la chance d'être conseiller au sein du Conseil stratégique pour l'attractivité, et au sein à la tête de grands groupes en fait internationaux de services informatiques. Ouais. Bon, écoutez, on va le lire, donc c'est aux éditions de l'Archipel. Rallumons les lumières. La grève à la SNCF, alors est-ce qu'il faudrait... Là, c'est éteignons les lumières dans les trains. C'est pas rallumons les lumières. Alors, au nom du droit de grève, qui est évidemment inaliénable et essentiel, on peut comprendre... Oui, mais pas illimité.
Bah alors, Michel. Alors moi, comme beaucoup d'éditorialistes, j'ai fait évidemment un édito sur le sujet, et moi j'aimerais juste rappeler le texte constitutionnel qui parle de la grève. Et à mon avis, c'est très simple. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. C'est l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 qui est reprise dans le préambule de la Constitution de la Ve République. Donc je répète, le droit de grève est encadré par les lois qui le réglementent. Donc moi je demande à ce qu'on change les lois et que, par respect pour les grévistes, mais aussi pour tous les citoyens français, il n'y ait pas de possibilité dans les transports publics qu'il y ait de grève au début et à la fin des vacances scolaires, pendant le week-end de Noël, pendant le week-end de Pâques, et quand il y a des grands événements internationaux. J'ajoute que je trouve scandaleux que nos femmes et nos hommes politiques, à commencer par le pouvoir en place, alors qu'ils ont voté une loi sur Paris 2024 l'année dernière, qui donne plein d'exemptions à plein de règles de fonctionnement de notre société pour pouvoir faciliter l'organisation des Jeux Olympiques. Eh ben, ils n'ont pas eu le courage d'imposer aux grévistes l'impossibilité de faire des grèves dans les transports pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et après, ils viennent se plaindre qu'il va y avoir dans 5 mois des grèves intempestives de la part de la CGT et d'autres pour nous empêcher de vivre un grand moment. Je trouve ça vraiment pitoyable. C'est une fois tous les 100 ans à ma connaissance, donc si tu veux, on va faire une loi. On va faire une loi qui va servir tous les 100 ans. Elle a été juste pour la durée des Jeux. L'inflation législative, on en a déjà ras-le-bol en France, donc si tu veux, on va pas continuer. Non, le vrai sujet, moi d'ailleurs, il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée par le groupe centriste au Sénat, en disant on va appliquer ce que fait l'Italie. Depuis 1990, ça date pas de Meloni, pour ceux qui pensent que l'extrême droite a tout changé en Italie. C'est pas vrai, ça date de 1990, et c'était un gouvernement italien de coalition. Il y avait des sociodémocrates, etc. Ils ont pris la décision de faire en sorte qu'il y a une trentaine de jours pendant lesquels, dans une année, les grèves sont impossibles. Les grèves ferroviaires, les grèves de mobilité sont absolument impossibles. Il y a un service public qui est à peu près équivalent au nôtre en Italie, sur le rail. Et donc, à Noël, les jours de vacances, les veilles de vacances, les grands événements dont tu as parlé, Michel, tout à l'heure, effectivement, la grève est interdite. Bon. C'est une loi qui a été votée à une large majorité. Ouais. Et le groupe centriste vient de déposer une proposition de loi au Sénat dans ce sens. Moi, j'espère que la loi cette proposition va pouvoir évoluer, parce que quand je regarde les 10 dernières années à la SNCF, le nombre de jours de grève sur les 10 dernières années à la SNCF, 30 jours, 1 mois de grève, en moyenne. Parfois moins, parfois plus. 1 mois de grève en moyenne, sur les 12 mois que compte une année, vous avez à la SNCF, sur les 10 dernières années, 30 jours qui sont neutralisés par les grèves. Enfin, on peut plus continuer comme ça. C'est pas possible. On va marquer une pause, Jean-Luc, vous allez répondre, je vous vois trépigner. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, on parle de la grève à la SNCF et donc cette nécessité peut-être de revoir ou d'encadrer le droit de grève. Le ministre des Transports, ce matin, Christophe Béchu, disait restreindre le droit de grève, nous ne pourrons pas faire l'économie de ces questions. Alors je ne sais pas si c'est une chose qui est tout à fait possible d'un point de vue légal, mais il a dit jeudi ce matin de façon très calme et très posée, le sujet ce n'est pas le droit de grève, c'est le fait de savoir jusqu'où on n'en abuse pas, et ça rejoint ce que disait Jérôme Dubus. Alors peut-être Fabrice Hakoun. Si on rappelle que le rapport de Nicolas Perruchot sur le financement des syndicats, donc député centriste, est un des 2 seuls rapports de la Ve République qui a été enterré, qui n'a même pas été présenté au vote, c'était sous Sarkozy. Donc je pense qu'au-delà du sujet de la SNCF, il y a un sujet sur les syndicats. Et cette fois-ci, par contre, on est dans le privé, donc je connais un peu mieux que l'agriculture, donc je vais pouvoir l'exprimer. Il y a un problème de représentativité des syndicats qui utilisent leur pouvoir non pas pour bâtir,
mais pour nuire. Donc la question c'est comment on fait, puisqu'on ne va sûrement pas interdire le syndicalisme, pour moi en fait il faut le rendre obligatoire. Il faut que chaque salarié, comme il a une carte de mutuelle, puisse avoir une carte de syndicat, se syndicaliser, comme ça les syndicats vont devenir représentatifs et on va noyer en fait dans la masse les extrémistes. Oui, alors Jean-Luc, sur ces grèves à la SNCF. Alors là, je peux tout entendre. Hein. Il s'agit d'une grève des contrôleurs. Oui. Alors, si vous connaissez un peu les contrôleurs, vous prenez les transports collectifs comme moi, les contrôleurs, ils sont tout sauf une bande de gauchistes. Simplement, j'ai pas dit ça. Ils ont demandé depuis des semaines de négocier avec la direction de la SNCF. Ils ont prévenu, ils ont reprévenu. Bon, voilà. Est-ce que je soutiens ce qu'ils font? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ils ont prévenu depuis extrêmement longtemps et que la SNCF leur a dit oui, on vous offre une prime. C'est pas une prime qu'ils veulent, c'est une reconnaissance du travail qu'ils font qui est indispensable et qui n'est pas si simple que ça. Voilà. Donc les syndicats sont pas suffisamment représentatifs. Je suis assez d'accord, moi, on devrait faire comme en Allemagne. Effectivement, oui. Il y a effectivement une obligation syndicale. Vous verrez dans ces cas-là que parce que le champ syndical français, on l'a vu pendant les grèves extrêmement longues sur la loi retraite, on l'a vu. Les syndicats français sont très diversifiés. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les positions syndicales et politiques possibles. Voilà. Alors, à un moment donné, ceux qui font grève aujourd'hui sur des périodes de vacances, c'est que la direction de la SNCF n'a rien fait. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pris parce que je m'attendais à la réflexion de Jean-Luc. C'est bien. Bravo, pas sur le biathlon, mais sur la grève à la SNCF. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans à la SNCF? Bon. Oui. Sur les augmentations salariales. Bon. Oui. Il y a eu 13% d'inflation sur les 3 dernières années. Augmentation salariale des contrôleurs de la SNCF, pas des primes, des augmentations salariales, 20%, plus 7% par rapport à l'inflation. Alors, il ne faut pas dire que la direction n'a rien fait. Ce que réclament actuellement les grévistes, et en plus, c'est pas venu d'un syndicat, c'est venu d'une espèce de coordination, etc. C'est donc qu'on intègre les primes de 400 € qui ont été données là parce que les résultats sont plutôt bons à la SNCF, c'est rare, mais l'année 2023 c'était plutôt bon. Vu les prix peuvent être bons. Et en réalité, la revendication actuelle des grévistes, c'est de dire vous intégrez cette prime de 400 € dans la rémunération. Mais de quel droit? La prime, elle est liée aux résultats. Elle n'est pas liée au fait qu'on augmente les salaires comme ça. Si les résultats sont mauvais, vous n'avez pas de prime. Si les résultats sont bons, vous avez une prime. Mais pourquoi généraliser dans le salaire la prime? Enfin, je veux dire, non. La prime, ça doit rester exceptionnel en fonction des résultats. Il y a un bras de fer quand même qui est toujours compliqué. Quand on voit le pouvoir de nuisance qu'ont tous qui travaillent à la SNCF, tous ceux qui travaillent à la SNCF, que ce soit quand c'est pas les cheminots, c'est les conducteurs, quand c'est pas les conducteurs, c'est les contrôleurs. Je veux dire, il y a toujours une de ces catégories qui, au moment des vacances scolaires, se met en grève. Donc, on peut comprendre que ce soit exaspérant aussi pour les Français. Les policiers n'ont pas le droit de se mettre en grève, les infirmiers non plus, les médecins, quand ils font grève, portent un brassard, les journalistes aussi, c'est arrivé dans certaines rédactions privées. Donc, faut penser aussi aux usagers, voilà. Non mais ça, je dis pas le contraire. Je dis simplement que on est dans une situation à la SNCF de démantèlement du système SNCF. Je ne vous apprends rien, ça fait 30 ans que ça dure. Oui, vivement la concurrence. Enfin, Jean-Luc, 30 jours de grève par an. Paris-Lyon, c'est un premier luxe sur la SNCF et c'est abordable. Un mois de grève par an. Non, Jean-Luc, c'est pas vive la concurrence. Mais Paris-Marseille, vous le faites en train? Marseille-Paris, vous le faites en train ou en avion? Moi, ça fait longtemps que je le fais en train, oui, très très longtemps même. Ouais, vous êtes riche alors. Moi, je veux bien qu'il y ait des revendications. Mais vous êtes riche, Jean-Luc? Non, ça dépend. Ça dépend pas. Moi, c'est un trajet que je fais souvent. Je fais la comparaison entre les deux. Je suis désolé, l'avion est moins cher. D'accord, mais c'est dû au syndicat, ça peut-être. Mais c'est la notification faite par la SNCF, et c'est dû justement à la concurrence. Je veux bien qu'il y ait des revendications qui soient légitimes. Enfin, j'ai redonné les chiffres d'augmentation des salaires par rapport à l'inflation. Est-ce que ça nécessite qu'on se mette 30 jours en grève par an? Non, la réponse est non, c'est clair. C'est une grève qui est totalement illégitime. Et qu'on pénalise un grand nombre de Français pour des intérêts qui restent des intérêts corporatistes, qu'on le veuille ou pas. Oui. Donc c'est le problème du monopole. Oui. L'idée
de défendre l'idée de service public à la française n'est pas une idée en l'air quand même. Non, mais c'est pas la mais enfin, Jean-Luc, dans le droit français, tu as un principe qui s'appelle la continuité du service public qui doit aussi être respecté. Or, à l'évidence, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Ouais. Michel. Non, moi je suis très très en colère. Je trouve que c'est une prise en otage de centaines de milliers de francs. Mais c'est vrai. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations terribles. C'est faux ce que vient de dire Michel. Mais c'est vraiment vrai. Parce que c'est le terme d'otage qui. Mais c'est vrai. Mais c'est des personnes. C'est dramatique. Elle a un sens figuré aussi. Les Français qui se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées, avec des problèmes de déplacement. Des personnes âgées, isolées, etc. Exactement. Et c'est les personnes. Mais même le riche, soyons très dégueulasses. Le riche qui veut partir en vacances, il peut pas partir en vacances. Arrêtons de faire du misérabilisme en parlant de ces gens, ce qu'on a fait hier, qui se sont saignés aux 4 veines pour partir en vacances au ski avec leurs enfants. Tout le monde a le droit de partir en vacances. Merde. Et en plus, la SNCF, à part les trains Ouigo, c'est devenu un produit de luxe. Alors bonjour le service public, alors que ça coûte une fortune. C'est dû à quoi ça ? C'est dû à la privatisation. Justement, manque de concurrence, c'est le contraire. S'il y avait de la concurrence, de la libre concurrence, la SNCF nous coûte un bras depuis des années. L'État a repris. Mais oui, mais c'est vrai, l'État a repris la tête. Supprimons les entreprises publiques. Supprimons les services publics. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais chaque fois que c'est déficitaire, c'est nous qui payons. Bon, il y a des contreparties. Mais ça n'a pas à être bénéficiaire. Mais si, ça va être bénéficiaire comme une entreprise classique. Mais bien sûr que si. Bien sûr. La preuve, c'est qu'en 2023, c'était bénéficiaire. Ça a permis de distribuer des primes d'intéressement aux salariés. Et puis ils n'ont pas craché dessus. Ils n'ont pas craché dessus, les primes d'intéressement. Et puis, sans vouloir le démantèlement du public, moi, je me demande dans quel domaine le public fait mieux que le privé en matière de gestion. Bien sûr. Je sais pas. Vraie question. Le démantèlement des transports, du service public des transports en Angleterre, ça n'a pas été un grand succès. On en revient maintenant à un certain nombre de renationalisation. Mais non, pas les infrastructures, la mobilité aussi. On en revient à un certain nombre de renationalisation en Angleterre parce que les chaînes privées, les sociétés privées n'ont pas été capables de répondre aux services publics. On peut garder une originalité à la française, dans laquelle on a un mix de privé et public, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il faut donner à cette proposition de loi du groupe centriste au Sénat, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Oui, ce sont des sénateurs centristes qui ont proposé qu'il y ait un service à l'italienne. Mais il n'y aura pas d'application. Pourquoi ? Parce qu'il y a une idéologie et que l'État n'a plus assez d'autorité pour faire respecter, y compris la loi. On a vu avec les manifestations interdites. Commençons par voter cette loi et qu'elle aille jusqu'au bout. Les manifestations interdites, il y en a eu très belles dernièrement au niveau agricole. Elles ont été fameuses. Oui, mais elles n'ont pas été respectées, mais que ce soit les agriculteurs. Blocage d'autoroute pendant des jours et des jours. Excusez-moi, mais faut remettre les choses à leur place. Non, mais je dis juste que effectivement, l'État ne sait plus se faire respecter. On en revient au même sujet que tout à l'heure. Bon, on va conclure là-dessus, en espérant que ceux qui veulent partir trouveront des trains ce week-end. Il y a un auditeur qui se moque de moi quand je dis vous êtes riche, vous prenez le train, moi je suis pauvre, je prends l'avion. Faites la comparaison, vous allez voir que l'avion revient beaucoup moins cher que le train, très sincèrement. Il y a un autre cas de figure, il y a ceux qui peuvent partir, mais qui ne savent pas s'ils pourront revenir. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a plein de situations extrêmement complexes, et je trouve ça franchement... Oui, sur ce sujet, il y a une solution simple, on la connaît, c'est la neutralisation d'un certain nombre de jours où on ne fait pas grève, et il suffit de la mettre en vacances, il suffit de l'appliquer, de la voter et de l'appliquer. Et je vous conseille la lecture, comme je suis une gauchiste dangereuse, non, je brouille les pistes. Dans Libération, un dossier sur l'aide sociale à l'enfance, j'aurais bien aimé qu'on en parle. C'est une enquête qui fait froid dans le dos, on le sait, mais ce qui était anciennement la DAS, c'est là aussi un cauchemar absolu pour ces enfants qui sont placés, déplacés. Il y avait eu un livre, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Merci à vous. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.